Notre cerveau est une merveilleuse machine d'adaptation. Cependant, lors d'événements potentiellement traumatisants, il peut se bloquer. Comment prendre en charge nos blessures psychiques et éviter qu'elles n'impactent tous les domaines de notre vie? Comment redynamiser notre cerveau et sortir de notre mât? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Les traumas, c'est une question de cerveau, comment notre cerveau va se mettre en marche. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Galopin, qui est maître de conférences en neurosciences et chercheur. Bonjour, bonjour Jérémy. Bonjour. Voilà, merci d'être venu. Et tu es aussi hypnothérapeute et PNListe. Voilà. Et tu as donc un cabinet, donc ça te fait du côté de la thérapie et du côté de comment ça marche à l'intérieur de notre cerveau, ce qui te permet d'avoir une vue globale des choses. Voilà. Et également de former un petit peu les thérapeutes à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Voilà, tu es prof de neurosciences. Voilà. Et puis, Jérémy Nouhan, tu es un ancien militaire, 10 ans de carrière sur le terrain, dans le soin aussi. C'est ça. Voilà. Et tu es devenu hypnothérapeute. Tu as développé une méthode particulière, originale, que je n'ai jamais vue nulle part et qui est expliquée dans ce magnifique livre paru chez Satas, À la lumière de nos traumas, qui va détailler en fait des séances que tu as eues avec des personnes, des militaires et des pas militaires, et comment tu vas proposer une stratégie d'intervention, tu vas décortiquer les séances. Et donc moi je trouve cette approche, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, voilà, moi qui fréquente quand même beaucoup d'hypnothérapeutes et d'écoles d'hypnothérapie. Tu proposes quelque chose, une approche vraiment originale, et parce que je pense que tu as eu un parcours aussi original. Un parcours un poil atypique, effectivement. Donc peut-être que, alors c'est une supposition de ma part, mais peut-être que tout s'est passé justement dans les premiers secours apportés aux personnes. C'est ça, tout est né de là au départ. Lorsque j'ai commencé, je me suis toujours intéressé à l'hypnose en soi et aux états modifiés de conscience depuis que je suis assez jeune, sous l'influence notamment de ma mère qui était infirmière et qui avait cette importance portée aux soins dans l'humain. Et en 2010-2011, j'ai décidé d'intégrer la Croix-Rouge en tant que bénévole, en tant qu'intervenant, en tant que secouriste. Et je me suis posé plein de questions sur l'utilité de l'utilisation d'éléments hypnotiques ou d'éléments de communication pouvant favoriser la prise en charge de blessés. Mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin d'aller voir un petit peu plus loin. Et j'ai décidé de m'engager à l'armée, dans les troupes de montagne, en tant que secouriste en milieu hostile, pour pouvoir voir dans un environnement qui soit autre que l'environnement plus conventionnel qu'on connaît aujourd'hui en France, même dans les premiers secours chez les pompiers, où j'avais potentiellement aussi plus d'autonomie pour vraiment me permettre de faire ces recherches-là et de voir comment on pouvait vraiment utiliser ça sur le terrain, dans l'urgence, dans le milieu hostile, en sachant qu'on était privé de moyens et privé de confort, privé des moyens et du confort qu'on pouvait avoir dans notre vie de tous les jours habituellement. Et ce qui est assez chouette dans ton parcours, c'est que du coup les personnes auxquelles tu es venu en aide, en fait, tu as pu les suivre sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois, puisque c'était l'armée, quoi, en fait. Ah, donc ça t'a permis d'avoir du incroyable. recul, en fait, sur ton intervention aussi et affiner ta stratégie. Exactement. C'était l'un des gros avantages de l'armée, c'est que la plupart des gens sur lesquels je suis intervenu au départ, en tout cas, étaient des gens avec qui soit je partais en manœuvre, soit je partais en mission, ou carrément avec qui je travaillais tous les jours au sein de mon régiment. Donc j'avais la possibilité de pouvoir, sans être en permanence collé à eux, mais de toujours pouvoir avoir un regard sur eux, de pouvoir observer leur manière d'évoluer, les conséquences que pouvait avoir la séance qu'on avait menée ensemble, ou l'intervention que j'avais pu mener sur eux dans le temps, et pas simplement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Et donc de pouvoir me poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser en cabinet, habituellement. Alors du coup, à la lumière de nos traumas, donc qu'est-ce que c'est qu'un trauma? Est-ce que Thierry, tu peux nous expliquer? Alors j'ai la lourde tâche de faire ça, mais c'est vraiment extrêmement très très complexe. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites depuis des décennies
sur les syndromes post-traumatiques. Il y a les traumas, mais ça dépend de la sévérité des traumas. Ce qu'on peut évaluer, il y a une première chose, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu les symptômes. C'est comme ça que ça a été classifié à un moment donné pour mieux diagnostiquer. C'est surtout les formes de réviviscence, en fait, de revivre de manière automatique sans qu'on puisse avoir la possibilité, le contrôle, en fait, de contrôler cette résurgence de l'émotion et du souvenir traumatique. On a beaucoup d'évitement aussi, on évite de discuter du sujet, on évite les personnes, on évite les lieux, on évite même les pensées, donc ça c'est très caractéristique. Ça lie aussi beaucoup avec des troubles de l'humeur, il y a beaucoup de problèmes comportementaux à ce niveau-là. Et puis des surréactions, il y a une alerte en fait neurovégétative qui est vraiment très très forte. On a de l'hypervigilance, on a de l'irritabilité. Donc ça c'est vraiment très très large. Et puis ça amène aussi à des troubles associés. Parce que qui dit d'avoir ces syndromes post-traumatiques, on va aussi être amené à avoir des troubles de la dépression, des troubles du stress, gestion des émotions. Ça amène aussi de l'hypertension artérielle. Beaucoup de prévalence aussi à avoir accès à des troubles du comportement alimentaire ou des addictions type drogue ou autre ou alcool. Pour faire taire un peu la douleur. Et puis insomnie, insomnie, cauchemar aussi. Et c'est vraiment. Et moi, ce que je trouvais aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un vrai sujet en fait d'études de recherche en fait, ces traumas et syndromes post-traumatiques parce que ça touche les mécanismes de la mémoire. Comment est-ce qu'on code en fait un souvenir, les mécanismes de gestion émotionnelle. Comment est-ce qu'on est capable d'évaluer aussi un environnement de sécurité ou d'insécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai regardé un petit peu, avant de venir, les statistiques un petit peu, on est à peu près alors c'est des statistiques américaines, mais c'est, peut-être Jérémy, si je me trompe, tu me corriges, mais c'est entre 1 et 10% de la population aura un jour un syndrome post-traumatique. Et on évaluait même à l'armée, selon les codifications, on était de 8 à 12% actuellement, selon les territoires hostiles que l'on connaît aujourd'hui et les situations potentiellement traumatiques. C'est important de signaler ça d'ailleurs parce que le trauma n'est pas la situation. La situation en soi, c'est une situation, elle est factuelle. On a tendance à voir beaucoup de gens faire le raccourci de se dire que c'est l'événement qui a été traumatique parce qu'il peut paraître violent, parce qu'il peut paraître incroyablement grand ou horrible. Et on se rend compte pour autant que la totalité des gens qui ont vécu cette situation-là, la même situation, n'ont pas réagi de la même manière. Comme ça peut paraître bateau, mais ça fait poser plein de questions en termes de neurosciences dans la notion de construction de la subjectivité et de la perception de notre environnement et de quelle influence a cet environnement sur nous et du coup sur la nouvelle façon qu'on a de le percevoir. Tout ce que vient de citer Thierry, c'est super intéressant et c'est vrai, ce sont tous les symptômes que l'on va retrouver en termes de définition du trauma. Ce qu'on peut encore ajouter, c'est la notion de progressivité de l'installation de chacun de ces symptômes-là. Ce n'est pas un syndrome, ce n'est pas la totalité des symptômes qui se mettent en place en même temps. C'est de voir comment on peut se retrouver en préphase avec déjà des réviviscences ou des cauchemars, des perturbations du sommeil qui peuvent se mettre en place, puis ensuite au fur et à mesure des éléments qui vont être de plus en plus importants et qui vont être les marqueurs de la déconstruction identitaire du sujet. Et là on peut se poser une question, c'est dans quelle mesure le trauma en soi peut être identifié comme la déconstruction de l'identité d'un sujet, dans le sens où un événement factuel est venu bouleverser la construction identitaire qu'il avait de manière antérieure, et comme il n'arrive pas, dans une sorte de conflit, à pouvoir se réadapter identitairement à la post-phase de l'événement qui s'est produit. Et ça soulève justement ce que tu dis, les prédispositions qu'on pourrait avoir aussi à générer des traumas, parce que quand on vit des choses dramatiques, en règle générale, majoritairement, on va se soigner tout seul. En fait, on va guérir tout ça, même ça peut prendre... D'ailleurs, il y a une phase aiguë du trauma où on a effectivement toujours ces réviviscences, ces évitements, mais au bout de quelques semaines, c'est normal. C'est notre cerveau qui s'adapte en fait. Voilà, et c'est comme on se coupe, la peau se cicatrise, et donc il faut laisser le temps aussi au cerveau de digérer ça. Et ça peut prendre jusqu'à, justement, je crois que la limite, c'est à peu près 4 semaines. Au bout de 4 semaines avec ça, on va commencer à rentrer dans une chronicité du trauma. Et là, justement, on va vraiment caractériser ce syndrome-là qu'il va falloir accompagner. Mais il y a des prédispositions, il y a des données qui montrent qu'il y a des prédispositions génétiques, épigénétiques.
des prédispositions à la capacité qu'on peut avoir à gérer ses émotions. Il y a aussi des prédispositions cérébrales, fonctionnelles, structurelles, entre certaines tailles de structure du cerveau, de fonctionnement du cerveau. Donc on n'est pas tous égaux face à la réaction face à un trauma. Donc ça, c'est assez caractéristique de ça. Et puis il y a aussi, après, il y a le trauma lui-même. On a des traumas, ça dépend de la sévérité du trauma. Si on a été témoin d'une scène, ou si justement notre vie a été en danger, ou notre intégrité physique a été en danger. Donc ça dépend beaucoup aussi de ça. On peut y parler qu'on peut être aussi traumatisé par un récit de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors oui, j'ai lu ça récemment. En fait, on peut même avoir un syndrome post-traumatique en écoutant, en étant dans une ambiance. Donc regardez peut-être... C'est ce qu'on appelle le traumatisme vicariant. Voilà. Ouais. Et ça, c'est assez curieux. Alors, ça démarre fort, ton livre, avec un récit de séance qui est dialogué et que j'aimerais bien reprendre ici, en tout cas en reprendre une partie. Donc c'est l'histoire d'un militaire qui a développé un syndrome post-traumatique. Et souvent les militaires, ils ne montrent pas trop, enfin ils sont habitués à ne pas montrer leurs émotions. Et toi, tu as développé justement une lecture du visage, du non-verbal en fait, de façon très fine. On dit, on ne peut pas, finalement, on vit avec, on ne peut pas ne pas communiquer effectivement. Et en même temps, on porte en fait en nous, finalement on porte toute notre histoire quand on se promène n'importe où. Et on porte toute notre vie, on porte tous nos traumas. Et grâce à ton observation très précise des muscles, du visage qui viennent réagir à toute sollicitation, tu perçois les émotions des gens. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, je me suis basé notamment sur les travaux de Paul Ekman en termes de micro-expression, donc d'analyse des micro-mouvements du visage lorsque une personne est stimulée par une émotion. J'ai essayé de creuser un petit peu ça et d'aller un petit peu plus loin et de le remettre dans une notion un petit peu plus complexe en se disant comment je peux réellement objectiver cette observation-là en la remettant en lien avec le stimulus que j'ai utilisé, la phrase que j'ai prononcée, ou les questions que j'ai pu poser à mon sujet, et en voyant aussi la communication qu'il va m'en donner. Et de quelle manière, ce que je vais pouvoir percevoir de mon sujet, qui est très bien écrit dans les travaux de Paul Ekman, et qu'on peut retrouver aussi dans l'histoire, dans certaines traçabilités qu'on peut avoir, notamment en Inde antique, au Japon antique, comment on peut retrouver ces éléments-là que l'on a pu statistiquement juger comme aculturel, atemporel, qu'on va pouvoir trouver chez n'importe quel type d'humain, quelle que soit sa culture, son origine, son ethnie. Et comment de cette information-là qui est objectivable, je vais pouvoir définir des données de toute sa communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Et donc, ce sur quoi je vais pouvoir me permettre d'appuyer pour réveiller un petit peu plus cette émotion-là. Et ça, tout le monde le vit. Au poker, on appelle le poker face, le fait de retenir sa communication non verbale, mais on reste sur de la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la micro-expression, c'est une affaire d'afférence sensorielle et d'une réaction physiologique de notre système neurovégétatif. C'est là que se situe la micro-expression. Donc on ne peut pas la retenir, on ne peut pas la mimer, on ne peut pas la tricher. Encore faut-il savoir la reconnaître. Voilà. Et elle est catégorisée, hein, on sait reconnaître la peur, la colère, la tristesse, qui vient au niveau des yeux, la joie est plutôt au niveau en bas, la peur avec un regard fuyant, alors que la colère, c'est un regard droit devant. Enfin voilà, il y a des... C'est ça, ce qu'on va appeler des unités d'action, en fait, qui vont correspondre, chacune d'entre elles, à un ensemble de contractions musculaires, des muscles du visage, qui sont des micro-contractions. On appelle des contractions spasmodiques, donc qui ne sont pas du tout volontaires, qui sont de l'ordre de l'intensité d'un tic. Et d'une microseconde en fait, c'est ça? Ah, c'est de l'ordre de 0 à 500 millisecondes max. Donc, oui, ça te demande une grande acuité visuelle de pouvoir repérer. Ça demande du travail. Ça demande du travail. C'est toute une stratégie derrière. Alors du coup, c'est un militaire. Moi je vais lire, hein, donc je vais faire la pièce de théâtre en fait. Donc, je suis passée en psychiatrie et ils n'ont rien pu faire de bien. J'ai tout essayé, j'ai été au fond, mais je veux remonter. Donc, Jérémy dit, il s'est passé quoi au poste de sécurité? Et là, du coup, la personne devient tremblante, les yeux de plus en plus de vide. On s'est fait attaquer, ça venait de partout. Tu y es là? Quoi? Non. Ok. Et tu te trouves où? Je suis dans le poste. Et tu y es. Qui est à gauche? Mon radio. Et il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit. Ferme les yeux. Donc là, il y a au moment où la personne vit une émotion
assez intense. Je lui fais fermer les yeux pour que justement puisse se plonger en fait dedans. Et il raconte du coup son récit, donc il est au cœur de l'action qui pour lui a été traumatisante. Oui. Oh, rien, je te laisse parler. On se fait pilonner au mortier, putain on en prend une sur la gueule, ça siffle dans les oreilles. Ok, que fais-tu? Je cours, je me fous dans un trou, au milieu du camp, mon radio est là, j'essaie de demander aux ricains un soutien mais personne ne m'entend. On se fait pilonner grave, on prend la foudre. Donc là, stop, appuyant sur son front, stop, tu es là-bas, comme le temps s'est arrêté et tu prends le temps de remarquer, toi seul bougeant sur cette scène, tous les éléments du contexte dans lequel tu te trouves. Et tu poses des questions, qu'y a-t-il à gauche, voilà, et qu'y a-t-il à droite, etc. Donc tu vas contextualiser en fait l'endroit où il est, puisque justement le syndrome post-traumatique, c'est un problème de contextualisation, c'est ça? Alors, entre autres, là, on est face à une affection où le sujet ne sait pas réellement ce qui vient le bouleverser dans sa vie de tous les jours. Il a tendance à réagir de manière... il a tendance à réagir à outrance à certains stimulus sensoriels, certains bruits, certaines odeurs, mais pour lesquels il n'avait aucune idée d'où ça pouvait venir. Et le simple fait de pouvoir toucher une certaine texture un peu gélatineuse, un peu collante, le ramener de suite à une émotion sans qu'il puisse se dire à un instant précis « Tiens, ça me rappelle quand je touchais le sang de mon radio ». Il ne s'en souvenait pas de ça. Pour lui, dès qu'il touchait cette substance qui pouvait être similaire ou assimilable en termes de stimulation pour ses sens, dès lors que ça pouvait avoir la même intensité, la même fréquence, la même qualification pour ses sens que le sang de son radio, ça déclenchait en lui une réaction de vigilance dépassée qui le replongeait immédiatement en réviviscence. Et c'est le fait de ne pas comprendre ces systèmes-là qui fait que petit à petit, il se déconstruisait identitairement et il se renfermait, il provoquait des éléments d'évitement, il rentrait dans des addictions parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il réagissait comme ça alors qu'il se connaît parfaitement et qu'il ne pouvait pas le rattacher à un événement précis. C'est important de comprendre ça dans la notion du vrai trouble de stress post-traumatique. C'est que le sujet n'a absolument pas conscience de quand ça s'est passé. C'est pas « Ah, je me rappelle quand j'ai eu mon accident de voiture ». Non. C'est dès lors même que le bruit qui peut être assimilé à la tôle qui se froisse vient à ses oreilles, il va réagir sans qu'il ait aucun contrôle sur sa réaction, alors qu'il sait pertinemment qu'il est dans son salon et que c'est certainement une voiture qui vient de rentrer dans une poubelle dans la rue. Ouais. Donc c'est un automatisme en fait. Hein, et là, on est typiquement dans un type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage classique avec l'apprentissage pavlovien. En fait, c'est un conditionnement pavlovien où là, on va associer un stimulus qui est neutre en fait au départ, comme une texture gélatineuse, c'est quelque chose qui n'est pas censé être traumatisante à la base, mais elle a été imprimée, elle a été engrammée comme étant associée avec une expérience traumatique. Et ce lien est fait, c'est un petit peu comme le chien de Pavlov où la simple clochette permet de faire saliver le chien sans l'apport de nourriture. C'est ça. Et le simple fait que cette stimulation somato-sensorielle puisse parvenir au cerveau sans qu'on en ait encore conscience, parce que c'est encore dans les notions d'intégration de l'information, comment cette information-là va servir de rétrocontrôle à tout le système sous-cortical qui va déclencher la réaction neurovégétative en activant l'un des deux systèmes vagaux, le système sympathique ou parasympathique. Ce qui fait qu'en fait la personne va répondre comme si elle était attaquée, alors que le contexte ne s'y prête absolument pas. En fait, c'est complètement implicite, c'est un apprentissage complètement implicite et du coup on n'a pas la notion. Et ce qui est important, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ta stratégie dans le bouquin, parce que ce qui est très important quand on accompagne une personne avec un syndrome post-traumatique, c'est de bien identifier le contexte et de bien identifier les stimuli qui sont, parce que des fois il peut y en avoir plusieurs, et eux-mêmes peuvent s'associer entre eux. On a des stimuli secondaires qui peuvent apparaître, et donc c'est vraiment hyper important de bien cibler le déclencheur, de bien cibler les stimuli qui vont amener à ça. Parce qu'après, on va pouvoir le recadrer et lui redonner du sens, une réinterprétation de ça. Mais si on se trompe, si on n'est plus dans le contexte, et c'est ça et là, Jérémy va dans le contexte par l'intermédiaire des émotions, il calibre avec les émotions, donc il sait qu'il est dans la scène, il n'est pas ailleurs. Et c'est important parce que parfois, on peut critiquer les thérapies en fait, qui amènent la personne à revivre le trauma, mais en même temps, on pourra en reparler d'ailleurs des méthodes qui existent déjà, mais celle de Jérémy va encore un peu plus loin, je trouve, c'est que parfois, si on ne va pas dans le trauma,
eh bien, on a parfois la malchance de ne plus être dans le bon contexte et on recrée un souvenir finalement qui n'est pas du tout lié à ça. Donc sur le moment, ça peut aider, ça peut améliorer, mais il suffit que le stimulus dans un moment de résilience basse apparaît et on refait réapparaître la réponse comportementale et émotionnelle. C'est ça. Il faut comprendre que la mémoire, elle ne s'organise pas de manière chronologique. La totalité des souvenirs qu'on a, c'est un ensemble d'informations qui ne sont pas des bouquins rangés à côté des autres, mais comme si on pouvait faire interagir chaque lettre de chaque mot de chaque bouquin avec chaque lettre de chaque mot de chaque bouquin qui est à côté. Donc c'est un ensemble d'informations brutes et pas un ensemble d'histoires. Et quand on comprend ça, ça remet en considération la totalité des manières de travailler en thérapie, dans le sens où on ne vient plus rechercher une histoire, un événement ou un souvenir, mais on vient rechercher des stimulations qui vont provoquer des émotions et faire interagir, certes, un élément mémoriel principal, mais qui peut être sous l'influence de plein d'autres éléments mémoriels secondaires qui s'activent et qui vont influencer notre souvenir. Notre manière de nous souvenir de notre premier rendez-vous, genre 2 ans après l'avoir vécu, notre premier rendez-vous amoureux, ne sera pas du tout la même que celle qu'on aura de s'en rappeler 20 ans après. Pour autant, c'est la même intégration mémorielle qu'on en a fait, mais la manière qu'on aura eu de grandir, de s'identifier, de faire évoluer notre identité, va rappeler le souvenir en fonction de ces influences et de cette subjectivité. Et puis il y a un point super important dans la mémoire, justement, dans le processus de la mémoire, en fait, c'est pas juste je mémorise, il y a un processus d'encodage, j'encode, je stocke, je consolide dans mon cortex cérébral, etc. Et il y a une autre phase qu'on oublie parfois, c'est que dans le processus de mémorisation, il y a la phase de rappel. Elle est hyper importante dans le processus. Et quand on fait justement de la thérapie ou justement quand on amène la personne dans un cadre thérapeutique, dans l'événement traumatique, on fait un rappel. Donc on est capable, on ramène le souvenir, mais ça ne sera jamais le même parce que en fait, on refait de la création de souvenirs, on va le modifier obligatoirement, on va faire de la distorsion, on va faire de la généralisation, etc. Enfin, la personne le fait elle-même. La personne va le faire elle-même. Hein, vous prenez, ce qu'on se disait, c'est vous prenez une expérience que vous avez vécue il y a 20 ans avec les mêmes protagonistes, vous vous réunissez et personne ne va dire la même chose. Quoi, alors, ça sera... Et là, justement, le fait de ramener ce rappel-là, c'est une fenêtre temporelle qui va permettre de justement modifier, de réactualiser, remettre à jour ce souvenir-là dans un cadre thérapeutique avec une technique, on ne fait pas n'importe quoi, pour pouvoir justement diminuer cette valence émotionnelle et la charge émotionnelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est et comment Justement, comment c'est... Il y a 2 possibilités. Soit c'est le thérapeute qui va définir qu'il peut y avoir une solution que l'on peut apporter à la problématique, mais à ce moment-là, il influence directement avec sa propre interprétation du vécu du patient. Okay. Et d'une autre manière, c'est comment on peut réussir à comprendre comment se construit cette mémoire, quel type de souvenirs on a rappelé, sous quel type d'influence d'autres souvenirs elle est, et comment je peux permettre à mon sujet, qui vit principalement ce souvenir qu'il a rappelé, d'autres éléments qui vont revenir à l'intérieur du souvenir en lui-même. C'est-à-dire comment je vais faire en sorte de pouvoir interpeller sa propre manière de vivre qu'il a maintenant, avec sa propre interprétation qui peut se construire maintenant, d'un élément traumatique qu'il avait tendance à retravailler et ramener toujours de la même manière depuis qu'il a vécu. Et donc en permettant ça, je lui permets de pouvoir réinterpréter son souvenir et s'y repositionner, en prenant en considération, par exemple, pour cette personne-là, un élément qui est factuel et objectif, c'est qu'il a survécu. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, puisqu'il est en face de moi. Sauf que lui, il n'en a peut-être pas conscience assez pour se dire qu'il peut tirer un apprentissage de la situation qu'il avait vécue. Et en lui rapportant simplement ce fait-là, et en lui permettant, non pas moi de lui dire qu'il a survécu, mais qu'il puisse lui-même se faire remarquer qu'il a survécu à ça, modifier complètement l'empreinte engrammique, et donc l'encodage, et donc le rappel de la mémoire, du souvenir, qui fait qu'il va pouvoir s'y adapter et en tirer un apprentissage. Et donc ton approche qui est aussi originale, Jérémy, a l'aspect de non-influence du thérapeute. C'est-à-dire que toi, tu ne supportes pas comment le thérapeute va apporter sa solution, ou du moins ce qu'il perçoit en fait, du problème et donc de la solution, mais au contraire de laisser faire la personne, enfin guidée par toi, contenue en fait par des scènes successives, en fait, va trouver ses propres ressources, en fait. C'est ça. Voilà. Oui, effectivement. C'est important
pour moi en tout cas, de respecter ça d'un point de vue éthique. Déjà d'une parce que, comme on disait au tout début de cet entretien, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des gens sur qui on a travaillé, sur qui j'ai travaillé, mais aussi d'autres praticiens que j'avais formés à l'armée qui travaillaient à mes côtés. Et on a pu expérimenter plein de choses et on a été influencé aussi par plein de choses, par toutes les lectures qu'on pouvait avoir sur l'hypnose à cette époque, tout ce que l'on pouvait voir de ce qui était publié, toutes les vidéos des différents groupes. Et on se posait une question à chaque fois, c'est comment et de quelle manière le positivisme pouvait apporter une solution aux personnes. Ce qui était évident, on voyait bien qu'il y a des gens qui sortaient des cabinets, qui se sentaient très bien à partir du moment où on travaillait sur influencer leur positivité au sein de ce qu'ils avaient vécu, les forcer à accepter, les forcer à négocier par notre influence de thérapeute. Et ça marchait très bien. Mais on a essayé de comprendre pourquoi ça marchait. Et surtout, quelles conséquences cela pouvait avoir sur le sujet. Et en se posant cette question, on a expérimenté les deux. Et puis on a suivi nos sujets sur plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs années, pour voir exactement quels étaient les débouchés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un facteur qu'on avait tendance à oublier, c'est que votre sujet, quand il sort du cabinet, il va se retrouver de nouveau sous l'influence sociale et psychosociale de son environnement. L'environnement social et psychosocial restreint, sa femme qui va retrouver, ses enfants. Secondaire, voilà, toute sa systémie familiale, sa systémie professionnelle, sa systémie éducationnelle, religieuse, ce que vous voulez, qui vont être des influences dans lesquelles il va se retrouver, lui, avant la thérapie, puis lui, après la thérapie. Donc ça va changer ses interactions avec cet environnement, sa communication avec cet environnement, et il doit pouvoir avoir le choix de se positionner selon un certain libre arbitre, on pourrait discuter du libre arbitre 15 ans, de s'y positionner en libre choix de son positionnement, de manière éclairée et assumée. Voilà. C'est ce vers quoi on voulait tendre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à forcer le changement ou à positionner à tout prix un positivisme, on pouvait avoir du résultat en tant que praticien. Mais au même titre qu'un chirurgien pourrait très bien vous enlever 17 cm d'intestin grêle, au lieu de vous en enlever 5 pour être certain qu'il n'y ait absolument plus de cellules cancéreuses. Quelles vont être les conséquences d'en enlever 17 pour le sujet, en termes de récupération, en termes de handicap. Donc toi, en fait, ce que tu fais, ta stratégie, c'est de redynamiser en fait, le sujet, redynamiser le cerveau, en fait, en quelque sorte, pour qu'il fasse son travail. C'est ça. Voilà. Comment, au lieu de trouver une solution, on va redynamiser le sujet sur la réflexion qu'il peut avoir sur ses empreintes traumatiques, et comment, du coup, on va lui permettre de se repositionner dessus, ou non. Alors, cette émission n'est pas une émission comme les autres parce qu'aujourd'hui, pour faire la démonstration d'hypnose, parce que dans ces émissions, il y a toujours un moment d'hypnose, pour faire cette démonstration d'hypnose, d'habitude, c'est moi qui m'y colle, en fait, à chaque fois, à chaque émission. Et là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui est prête à parler de son problème brièvement pour bénéficier d'une séance avec toi. Et puis, comme ça va nous permettre, à nous, de voir comment tu procèdes. Donc, c'est le moment d'hypnose. Nous allons accueillir Nathalie. Nathalie, merci d'avoir accepté. Voilà, et donc je te laisse. On se tait, nous, Thierry et moi, on se tait. On vous laisse procéder. Et voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être venue. Ça va? T'es bien là? Très bien. Chouette. Tu voulais me voir pourquoi? Parce que je me dis que peut-être au fond de moi, j'ai des souvenirs de quelque chose que j'ai oublié, qui me gêne dans mon quotidien. D'accord, comme? Je pense que ma naissance ne s'est pas bien passée, par exemple. Ah bon? C'est-à-dire? Ma mère, à un moment donné, je lui ai raconté que je lui en voulais, je ne savais pas pourquoi, et elle m'a raconté que quand je suis née, elle a été tellement déçue de voir que j'étais une fille qu'elle voulait me jeter, qu'elle a pleuré, et je pense que ça a laissé des traces sur moi parce que j'ai associé ça à ça parce que souvent je me suis sentie gênée quand j'arrivais quelque part, j'avais du mal à trouver ma place et me sentir légitime dans le fait d'exister. Tu penses que ça a eu un impact sur toi? Je pense. Pourquoi? Parce que je cherche souvent à trouver des preuves que j'ai le droit d'exister et que j'ai le droit d'être aimée. Tu as besoin de preuves pour ça? Ouais. Pourquoi? Parce que sinon, je me sens pas très bien. Ah bon? Ouais. Comment ça, tu te sens pas bien?
Bah, je me Là, sens... c'est quoi qui monte? Tu sens que ça monte un peu? Je me sens gênée. Tu te sens gêné? Ouais, Ok. je me sens gênée. Gêné où? Quand? Comment? Gênée, j'ai l'impression de déranger. C'est J'ai vrai? l'impression que je vais embêter tout le monde, que je vais... Et ça te fait quoi d'embêter tout le monde? Je trouve ça embêtant, enfin... je Ah. me dis, mince, qu'est-ce qui... Les autres ont mieux à faire que de me supporter, finalement. Pourquoi? Parce qu'après tout, enfin, je sais pas, quand on est dans une interaction avec quelqu'un, c'est ça qui est génial, c'est Bah, que... parce que j'avais pas de valeur à mes yeux. À tes yeux, t'as pas de valeur? Ouais, j'en avais T'en pas. avais pas. Maintenant? Ouais. Je commence à sortir de ça. D'accord. Mais j'ai encore des restes de ça. Ça te fait quoi de sortir de ça? Là, actuellement? Comment tu te Aujourd'hui? sens? Ouais. Bah, je me sens vivre, te sens vraiment. vachement mieux? Ouais, vachement mieux. Ok, Ouais. et t'aimerais qu'on puisse pousser ça encore Ouais, un peu plus parce loin? que je sens que j'ai encore des choses à éliminer quand même. C'est vrai comme quoi? Comme par exemple, aussi une peur que j'ai, Laquelle? la peur du suicide. C'est une peur que t'as? Oui, parce que ma maman s'est suicidée il y a 7 ans. Et sa maman s'était suicidée il y a quelques années avant. D'accord. Et aussi le père de sa maman. Enfin voilà, et donc j'ai peur d'être dans cette fatalité et voilà. Pourquoi t'en as peur? Parce que j'ai pas envie de faire pareil qu'elle. J'ai pas envie que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu quand on m'a appelé pour me dire qu'elle était morte. Et ce serait possible que tu le revives? Enfin, ce serait possible que ça se passe? Bah oui, pourquoi pas? D'accord. Et pourquoi? Parce que y a une phrase que j'ai du mal à oublier. C'est une phrase qu'elle m'a dite 5 ans avant de se suicider. Elle m'a dit, de toute façon, le jour où ça n'ira plus, je ferai comme les autres. D'accord. Et c'est ce qu'elle a fait. Cette phrase, elle te fait quoi? Cette phrase, elle m'angoisse un peu. Tu Parce ressens que quoi là quand tu entends je me cette dis, phrase? est-ce que moi aussi je vais faire comme les autres? D'accord, tu la sens cette phrase? Là, Ouais, elle te fait quoi? Ça Ouais. te fait quoi là? ça monte, me fait tu peur. sens- Ça te fait peur? Ouais. Tu la sens où cette peur? Là, Là? Mm. D'accord. Tu la sens, elle est comment? Ça fait une boule? Ça fait quoi? ça me serre un peu. Ça te sert? Mm. Ça sert plus là maintenant qu'on en parle? Ça me serre et puis ça me fait les yeux un peu qui me Ouais, pleurent un peu. très très bien. Et là, on va continuer là-dedans. Et je veux vraiment que tu te concentres là-dessus. Je sais ce que tu puisses là. Chut, fermer les yeux tranquillement. Parfait. Et rentrer profondément à l'intérieur de toi jusqu'à ce que... Très bien, plus profondément à l'intérieur de toi. Parfait. C'est ce que tu connectes exactement à cette émotion rattachée à cette problématique-là qu'on vient d'aborder. Parfait. Et alors que tu te connectes parfaitement à ça, il va pouvoir apparaître quelque chose à gauche et à droite. Comme si tout pouvait se conceptualiser autour de cette question, cette problématique. Très bien, plus profondément encore. Super. Où es-tu? J'arrive pas à parler. Sur un pont. Sur un pont. Très bien. T'es toute seule? Il fait jour, il fait nuit. Toujours. Comment tu te sens? Mal. Mal. Pourquoi? J'ai peur de sauter. T'as peur de sauter? Mm. Ok. Et la Nathalie d'aujourd'hui, regarde la Nathalie sur le pont, tu la vois? T'es là à côté d'elle. Ouais? Comment tu la trouves là, alors qu'elle est sur le pont et qu'elle a peur? Bah, je la vois pas trop. Tu la vois pas trop? Mm. Ok. Tu peux lui parler? Bah, Qu'est-ce que tu aimerais pas lui quoi dire lui là? dire. Tu sais Bah, pas quoi reste lui dire? là, je saute pas. C'est ce que tu as envie de lui dire? Mm. Ok. Dis-lui. Mais ne saute pas. Elle t'a entendu? Pour l'instant, elle est là. Pour l'instant, elle est là. Mm. Ok. Et toi, ça te convient? Ah oui. Ça te convient qu'elle soit là? Mm. Ok, très bien. Comment ça la fait interagir, elle, là? Maintenant qu'elle est juste là, qu'est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu as l'impression qu'elle se sent mieux, qu'elle se sent... Elle bouge pas. que tu vois à son visage? Non. Non. Elle est face au vide. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire? De m'approcher. Fais-le. Tu le fais? Mm, mm. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Et elle bouge pas. Elle bouge pas. Très bien. Et toi, comment tu te sens de t'approcher? Bien, je suis à côté. C'est profond. Tu es à côté d'elle. Ouais. Super. Et maintenant que tu es plus proche d'elle, qu'est-ce que tu as envie de faire ou dire? Ben, viens avec moi, on repart. Viens. Tu lui as dit? Mm. Elle fait quoi? Elle vient. Elle vient? Mm. Très bien. Et en même temps que vous êtes en train de partir, tu l'observes.
Et je veux que tu me dises ce que tu remarques chez elle dans son comportement, son attitude, ses émotions. Qu'est-ce qu'elle ressent là? Et toi, comment tu te sens? Moi, je suis bien, ça va. Toi, t'es bien. Et tu es Nathalie Dupont qui repart. T'as entendu tous ces mots? Elle a rien dit. Pour moi, elle a rien dit. Mais tu repars. Très Elle bien. me suit. Comment tu te sens là alors que tu es en train de repartir? Bah, ça va mieux. Ça va mieux? Bien, Elle a pas sauté. bien. Et le temps passe. Peut-être un jour ou deux, jusqu'à un autre contexte, un autre moment, cet endroit. Où es-tu, Nathalie? Regarde à gauche, à droite. Bien. Où es-tu? Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Et quand tu repenses à ce qui s'est passé sur le pont avec la Nathalie qui voulait sauter, tu t'en souviens? Ouais. Comment tu te sens là, actuellement? Quand tu repenses à cette situation-là. Bah, j'ai peur quand même. T'as peur quand même? Ok, pourquoi? Parce qu'elle peut revenir, elle peut repartir. Il est là, le pont. Il est là, le pont. Et tu penses qu'elle aura envie d'y retourner? Tu sais pas? Ok. Ok. Et tu retournes sur le pont, là. Nathalie, t'es sur le pont. Tu y es? Comment tu te sens sur le pont, là? En te souvenant de la dernière fois et de le dernier épisode du pont. Mais je suis toute seule. Là, je regarde. Très bien. Et comment tu te sens? Est-ce que tu as la même peur que la dernière fois? Non. Non? Je regarde, c'est tout. Je vais pas sauter, quoi. Très bien, juste tu regardes. Tu regardes le paysage, ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Très bien. Que à droite. Que à droite. Parfait. Autre moment, autre contexte. Où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Qu'est-ce qu'il y a à droite? Je suis à la maison. T'es à la maison? De maman. Bien. T'es toute seule? Comment tu te sens? Moyen. Moyen? Ok. Et alors que t'es dans la maison de maman, là, et que tu te souviens de cette deuxième fois où on était sur le pont et où tu regardais tout. Tu te souviens? Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas. Tu sais pas? Quand tu le compares avec la première fois où on s'est retrouvé sur le pont et la seconde fois où on s'est retrouvé sur le pont, comment tu te sens par rapport à la question qui nous a emmenés là? Alors que tu es chez ta maman là. Bah, je suis toute seule, elle est plus là. Et moi, j'y vais plus au pont. Et toi, tu vas plus au pont. Très bien. Et alors que tu es là dans cette maison, tu vas pouvoir prendre le temps de complètement intégrer tous les apprentissages de l'expérience que l'on vient de vivre ensemble. Très bien. Et pendant tout ce temps, ton corps va pouvoir commencer à se redresser au fur et à mesure que ces apprentissages s'ancrent à l'intérieur de toi. Et lorsque ce sera le cas, alors ton corps sera parfaitement droit. Et tu pourras revenir ici et maintenant, à ton rythme. Mais jusqu'alors, absolument rien ne peut te faire sortir de cette expérience. Ni les échanges, ni les bruits, ni tout ce qui se passe ici sur le plateau. La seule chose qui importe pour toi, ce sont les apprentissages que tu es en train de tirer de cette expérience. Lorsque ton corps sera droit, alors tu reviendras ici et maintenant. Voilà, on a une structure à peu près complète de tout ce qu'on a vécu. Ça revient vite, très bien. On a une structure complète de
ce qu'on pouvait voir dans le livre, on en a profité, on a touché des sujets, on n'a pas triché, hein, on a touché des sujets qui étaient importants. Vous avez pu voir que j'ai pris des pincettes, j'ai fait vraiment attention à ce que je faisais. Et qui vous donne exemple de ce que l'on peut retrouver en séance. J'ai vu Thierry qui hochait la tête à plusieurs étapes, en fait. Donc Thierry, tu validais d'un point de vue de neuroscientifique ou Alors plutôt de thérapeute. plutôt de thérapeute, d'accord. Parce qu'effectivement, on repère plein d'effets de levier sur le voyage dans le temps, sur le fait des ancrages, justement, que tu utilises à plein de moments, sur le fait des positions perceptuelles que Alors tu il peux paraît que avoir. ce pas des ancrages. Moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai cru que c'était des ancrages. Et en fait, ouais. c'est une façon de remettre la personne plus avant dans l'hypnose. Quand je touche, c'est Oui, ça. ouais. Voilà, ce ne sont pas des ancrages, c'est ce que j'appelle moi des implémentations sensorielles. C'est comment travailler en fait sur agrandir le stimulus, pouvoir provoquer un stimulus plus important d'un point de vue sensoriel, qui du coup va porter plus de vigilance aux mots qui sont prononcés par le thérapeute et donc qui va donner plus d'intérêt à la suggestion. Mais qui ne va pas reproduire la suggestion au moment où on touche. Bien. Jusqu'à ce que tout soit intégré, alors tu pourras tranquillement revenir, mais pas avant. Parfait. Donc c'est ça la différence entre le moment où je touche pour provoquer un ancrage et le moment où je touche pour pouvoir assurer que mon sujet porte assez de vigilance et de focalisation à ce que je donne comme consigne, à ce que je donne comme suggestion. En fait, ça augmente la vigilance, en fait. C'est étonnant, tu nous avais fait une démonstration comme ça en disant hop, regarde-moi maintenant. C'est juste regarde-moi, il te fait hop, regarde-moi. Du coup, ça attire l'attention. C'est ça. Et puis on peut sentir la totalité de notre corps qui réagit à ça. On vient activer en fait les courbes de vigilance par rapport à la performance qu'on peut retrouver chez Yerkes et Parce que Dodson. tu es dans le toucher, donc finalement, obligatoirement, il y a un traitement sensoriel qui se fait. C'est ça. Après, on peut le faire par le toucher, on peut le faire par l'audition. Ça va dépendre de la manière dont vous vous serez positionné communicationnellement avec le sujet, de ce que vous aurez pu ressentir, de ce qu'il est prêt à consentir dans le rapport thérapeutique que l'on a ensemble. Salut. Ça va? Comment tu vas? Ça va. Tu veux bien me serrer la main, s'il te plaît? Merci. L'autre. Ok, super. Comment c'était cette expérience? C'était un peu stressant. Ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience? Là, a posteriori, à chaud, comment tu te sens par rapport à la question qui te faisait peur au départ? Je pense que j'aurais pas pu faire ça, ce qu'elle a fait. Ouais. Ouais. J'ai trop peur du vide. Ouais. D'accord. Et très bien. Là, aujourd'hui, quand tu te reposes la question de la peur que tu avais au départ, si tu devais te la reposer maintenant, quelle réponse tu apporterais? Non, je me dis c'est son histoire, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est son histoire. Très bien. Ok, super. Et là, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Je suis un peu tremblante de l'intérieur, mais ça va. Ça marche. Super. Je te remercie pour ce partage. Merci. Et n'hésite pas à me dire comment tu te sens au fur et à mesure. On pourra même revoir en off et redébriefer de manière plus précise. Je propose qu'on se retrouve juste après l'émission, si tu veux aller dans les coulisses. Voilà. En tout cas, bravo, merci. C'était une démonstration magistrale, Jérémy, de ton savoir-faire, de ton travail, qui va directement, comme tu as pu le voir. Mais justement, c'est exactement là l'illustration en fait que tu mets en avant, c'est une réinterprétation de l'expérience, qu'elle soit réelle ou pas d'ailleurs. C'est une réinterprétation de l'expérience. Et quand il y a des traumas, par exemple, on a une impossibilité du cortex préfrontal, par exemple, de réguler l'émotion. Ça a été montré en imagerie, etc. Et donc là, en fait, on remet la personne dans l'événement traumatique, ou en tout cas la métaphore de l'événement traumatique, et on incite à réinterpréter. En fait, c'est la personne qui va toute seule, c'est elle qui le fait, sollicitée par des questions précises. Ces questions, elles sont déclenchées au moment des micro-expressions. C'est ça. Et il y a quelque chose d'important, c'est qu'on permet au sujet de changer l'interprétation de ce qu'il a vécu, mais pas ce qu'il a vécu. Bah non. C'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher à moduler des éléments concrets et fonctionnels du souvenir. Et c'est là qu'aussi il y a un voyage aussi dans le temps, parce qu'en fait, dans les syndromes post-traumatiques, on revit dans le moment présent l'événement qui s'est passé dans le passé. Et là, justement, il y a la possibilité de dire ça, c'était avant,
Et c'est pas ce qui est aujourd'hui. Donc ça. on la remet à sa place dans la ligne de temps. C'est ça. Et d'un point de vue neurophysiologique, en ce moment, il y a des enquêtes qui sont en cours qui portent sur la notion de la loi de Hebb, par exemple, remise dans le contexte de la totalité des choses qui étaient soulevées par les comportementalistes dans les années 20 à 50, qui était la notion de percept et de subjectivité. Ce qu'on peut commencer à remarquer, c'est que la construction de notre mémoire est atemporelle. C'est-à-dire qu'au lieu de la voir comme une ligne du temps, il faut essayer de la voir comme une grande sphère. Une sphère où chacune des données que l'on a encodées vient toutes potentiellement être liées. Et que si on a un engramme qui est activé, c'est-à-dire que si par exemple je mets en lumière ce schéma, si j'allume à côté un engramme secondaire comme ça, comme par exemple quand je rappelle l'intervention de la personne d'aujourd'hui par rapport à la personne d'avant et du trauma, en fait j'active l'engramme de toute la construction identitaire de la personne d'aujourd'hui. Si j'active ces deux engrammes en même temps, potentiellement, c'est ce que dit la loi de Hebb, il se peut qu'il y ait des interconnexions synaptiques qui puissent se faire entre les deux engrammes. Qui se potentialisent. Voilà, qui vont se potentialiser. Et qui donc, si on le ramène dans la notion de psychologie comportementale, de quelle manière cet engrammage, ce nouvelle potentialisation des interconnexions synaptiques va pouvoir permettre à la personne de se positionner différemment dans son souvenir sans qu'on ait besoin de moduler le souvenir. On reste propre à la subjectivité même du sujet et on est là uniquement pour dynamiser ce phénomène. Et c'est en ça que les neurosciences, la neurophysiologie, la neurochirurgie, la neuroanatomie sont des disciplines qui sont de plus en plus importantes dans la notion d'hypnose parce que petit à petit, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel et on commence à se dire qu'effectivement, il y a quand même énormément de choses que l'on pratique aujourd'hui avec un certain simplicisme en termes de technique, en termes de protocole, qui ont potentiellement un impact sur le sujet, par-delà le côté positif, mais aussi avec un côté délétère. Après, c'est très compliqué de standardiser justement toutes les expériences, enfin toutes les thérapies en fait qui fonctionnent, qui ont été validées scientifiquement et qui sont utilisées aujourd'hui pour accompagner les syndromes post-traumatiques, guérir, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas accompagner. C'est justement des choses qui sont très standardisées, protocolées avec le MDR, avec les thérapies d'exposition, avec les TCC. Et là, justement, c'est l'hypnose, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué de l'entrer de standardiser une hypnose. Et là, par exemple, ici, ce qui vient de se passer, c'est extrêmement fort, en fait, puissant, les leviers que tu utilises. Mais finalement, comment standardiser ça? C'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut standardiser un accompagnement qui va varier d'un individu à l'autre? Parce que ce n'est pas les mêmes leviers qu'on va utiliser systématiquement. D'un autre côté, c'est un peu les mêmes leviers, puisqu'en fait, Jérémy, il a construit une structure, évidemment, arborescente, de stratégie en fait, où tu as vraiment, enfin moi j'ai reconnu les points d'entrée, les points de sortie, comment on va contrôler qu'est-ce qu'il vient de faire, est-ce que ça marche pas, comment on vient recontrôler, combien on va apporter. Voilà. C'est ça, c'est bien qu'on a une structure, c'est-à-dire qu'on a une cartographie de l'accompagnement qu'on va apporter, mais cette cartographie, elle n'est pas à suivre dans l'ordre, c'est pas une chronologie comme une procédure. C'est-à-dire qu'on a des étapes et qu'on va venir positionner sur notre feuille blanche en fonction du sujet qui est présent. Donc en fait, on ne peut pas dire que c'est standardisé. On peut juste dire qu'on s'est donné des balises qui vont nous permettre d'éviter de faire une connerie et surtout de vérifier l'impact de ce qui vient d'être fait. Et de pouvoir se dire à chaque étape, avant de se rendre compte quand on a ramené le sujet de transe, de se dire, attends, est-ce que là, ce qui a été fait est bien pour mon sujet? Est-ce que j'ai influencé ou non? Pourquoi je me suis permis d'influencer ou non? Est-ce que ça vaut le coup, malgré le fait que ce soit une influence qui vienne de moi, de l'avoir fait? Et quels impacts et quelles conséquences ça va avoir? Et est-ce que j'aurais pu faire la même chose et avoir le même résultat sans influencer? Et du coup, est-ce que je ne dois pas, quelque part, revenir sur cette étape? Et vous avez vu à certains instants... et tu es revenu, voilà, à un moment donné, tu l'as réamené sur le pont, à un moment donné. Et donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, pour le MDR, par exemple, ou les TCC ou les thérapies d'exposition, il y a à peu près une dizaine de séances. Et chaque séance, elle est dédiée pour faire quelque chose. Donc en fait, on a là, c'est quelque chose qui est difficile. Là, par exemple, tu n'as pas fait de stimulation bilatérale parce qu'il n'y a pas eu besoin. Pas besoin. On avait une charge émotionnelle qui était stable, on a eu une transe comment qui était comparer un temps de réveil qui a été d'une certaine durée? Peut-être si ça avait duré moins longtemps, plus longtemps, comment est-ce qu'on peut mesurer cette variable-là? Est-ce que l'effet bénéfique, il est dû à la durée
la phase de réveil? Est-ce que c'est dû au processus d'induction? Est-ce que c'est dû... Donc c'est très compliqué. Et donc ça, ça augmente les variables. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas le standardiser. C'est ça. Et donc on ne peut pas l'évaluer scientifiquement. Exactement. Voilà. On ne peut pas l'évaluer scientifiquement. Mais on peut l'évaluer cliniquement. C'est-à-dire on pourrait avoir 200 personnes. Mais de la même manière, c'est compliqué aussi parce que ça veut dire qu'il faudrait suivre des personnes sur du longitudinal pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans voire. Et donc ça veut dire, c'est toujours le même principe quand il y a un thérapeute, quand on fait de la thérapie, que ce soit en hypnose, en PNL ou n'importe quelle discipline, comment on sait que ça a fonctionné ce qu'on a fait? C'est pas parce que le sujet sort de cabinet et qu'il ne fume plus qu'il ne fume plus. C'est pas parce qu'il nous écrit 6 mois plus tard qu'il ne fume plus qu'on a une idée du spectre complet de l'impact qu'a eu le fait d'arrêter de fumer sur sa vie. Et donc, de quelle manière on peut dire que ça a vraiment marché? Oui, certes, il ne fume plus. Mais il mange des cacahuètes. Mais à conséquence de quoi? Exactement. C'est ça. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que aussi c'est motivant aussi d'en parler et d'intégrer aussi les neurosciences, la science aussi là-dedans. Et de collaborer aussi sur ça parce que il faut qu'on puisse essayer de trouver des leviers, de trouver des standards peut-être, ou un moyen d'expertiser ça, de contrôler et de mesurer, parce que si on ne mesure pas, c'est subjectif. Donc il faut mesurer pour pouvoir valider a posteriori et former. C'est ça. Et pour ça, essayer de retrouver notre process d'évaluation de recherche qui sortent des dogmes de la recherche clinique où on est obligé de passer par des phases de standardisation, par des phases de tests sur plusieurs typages de personnes. Et là où on se rend compte qu'en fait, on ne peut absolument pas le faire en thérapie puisque chaque sujet vient avec sa propre perception de la réalité et ses propres subjectivités et ses propres influences. Donc quand bien même on arriverait à se faire un groupe standardisé témoin, on ne peut pas être certain, même si on l'a recruter sur des thématiques stéréotypales en soi, qui répondent réellement aux mêmes influences et aux mêmes carcans que ce à quoi ils feront face quand ils arriveront en séance. Donc il y a ça. Puis un point hyper important en recherche, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est le choix du contrôle. On compare par rapport à quoi? C'est ça. Et donc faire de la thérapie, c'est comme prendre un médicament. Ok, quand on prend ce médicament, je dors mieux. Ok, mais tu l'as comparé par rapport à quoi d'autre? Donc là, ça veut dire que ça, il faudrait ce système-là, il faudrait peut-être le comparer avec de l'EMDR, par exemple, pur, avec une autre approche, ou avec rien du tout, parce qu'il y a toujours un effet placebo qui est là. Donc... Et surtout, dans quelle mesure on pourrait se permettre d'évaluer la résultante, en sachant que quand on travaille comme ça, en fait, on ne se positionne pas dans la recherche d'un résultat, non, mais dans la recherche d'une dynamique, et que le résultat vienne du sujet. Donc il y a aussi ça, c'est quelle est la résultante que l'on veut évaluer dans l'accompagnement de ce type-là. Qu'est-ce qu'on mesure? C'est ça, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure le fait que le sujet se sente mieux? Est-ce qu'on mesure les impacts que ça a eu dans sa vie et de quelle manière il s'y est positionné? Est-ce qu'on mesure la liberté des choix qu'il a eu ensuite dans son repositionnement de sa sphère sociale et psychosociale dans les différentes influences de son quotidien? Il y a tellement de choses qu'on pourrait évaluer qui pourraient nous permettre de dire potentiellement ça marche, potentiellement ça marche pas. La seule chose qui aujourd'hui apporte de la valeur à ce travail, c'est quand votre sujet vient vous voir et qui fait son auto-évaluation à plusieurs temps d'intervalle et qui vous dit ok, il y a eu ça et ça et ça comme changement, mais par-delà le changement, c'est surtout qu'aujourd'hui j'assume de manière éclairée ma situation. Et si le sujet en arrive à dire ça, c'est déjà un énorme progrès. Parce que ça veut dire qu'il a su se positionner au sein de choses qu'il subissait jusqu'alors. Et puis il y a deux choses, il y a la validité scientifique, mais aussi le bien-être de la personne, parce que la personne, quand elle vient te voir, c'est aussi parce qu'elle veut aller mieux. Donc, alors moi j'invite tous les thérapeutes et tous les gens qui ont eu des traumas. Est-ce qu'on a eu tous des traumas d'ailleurs? À lire ton livre, je termine ma phrase. D'un point de vue pathologique, idéologique, ça dépend. Parce que finalement le trauma c'est une sorte d'apprentissage et en fait tout est à l'intérieur de nous, c'est qu'on a plein d'expériences référentielles sur nos apprentissages en fait de toute façon. Quelque part ne peut-on pas considérer que tout événement est potentiellement traumatique dès lors qu'il va remettre en question notre construction identitaire, quel que soit l'étage de la construction de notre identité. Donc en fait, il y a plein de remises en question tout le temps, en fait, de toute façon. La différence d'une affection traumatique et d'un traumatisme, c'est que on est fait
pour se reconstruire et se réadapter à une information qui est venue bousculer notre construction identitaire. Et que, en soi, il ne faut pas s'affoler parce qu'il y a quelque chose qui nous bouleverse. Il n'y a pas besoin d'intervenir immédiatement après un deuil, dans les heures ou dans le jour qui suivent, alors que c'est un phénomène de fait normal dans la vie. On va mourir ou on va être confronté à un deuil, c'est certain. Mais de quelle manière, et c'est ça qui est intéressant, c'est de quelle manière je peux me permettre d'observer les gens qui vivent ça et de me rendre compte que, au bout du compte, quel que soit le temps que ça prenne, dans la construction normale de sa pensée, il a tous les outils nécessaires à pouvoir se reconstruire lui-même. Et qu'il n'a pas forcément besoin d'une intervention. En fait, la question pour savoir si on a des traumas ou pas, c'est est-ce que je me sens à l'aise ou pas et dans quelle situation? Est-ce qu'il y a des situations où je me sens moins à l'aise? Ou est-ce que ma sphère sociale, ma famille a pu observer une modification du comportement qui pour moi me semble normale en tant que sujet atteint et qui pour eux ne semble absolument pas normal? De quelle manière je vais aliéner certains positionnements moraux qui font suite à mes influences sociales, culturelles, de croyances et qui tout d'un coup sont complètement bouleversées. Voilà, c'est ce que tu disais, moi c'est ça que j'ai en tête, c'est il y a l'identité mais il y a aussi toute la sphère des croyances et que quand par exemple on a la croyance que le monde est dangereux, c'est certainement à la base, il y a eu un apprentissage qui nous a fait dans un point de vue une mémoire épisodique qui s'est transformée en mémoire sémantique, il dit le monde est dangereux, c'est un fait. Et donc ça, c'est traumatique. Et le monde est dangereux va pouvoir être complètement adapté à quelqu'un qui vivra de manière complètement isolée au fin fond de la forêt primaire de l'Amazonie, sans aucune ressource. Et donc, cette pensée est complètement légitime et salvatrice pour lui dans l'adaptation à son environnement. Mais dans le gap de quelqu'un qui vit dans le confort parisien et qui vit avec la notion de le monde est dangereux, comme quelqu'un le vivrait en Israël actuellement, ça, c'est pas logique. On a un gap entre légitimité de l'environnement et de l'influence de l'environnement par rapport au positionnement subjectif de notre sujet au sein de cet environnement. Et comment il y a eu une rupture. Et c'est là que le recadrage est important, parce que pour travailler sur les croyances, on réinterprète, on recadre. Donc Thierry, il ne nous reste plus que quelques minutes. Est-ce que tu veux nous faire un cadeau, en fait, pour tous les gens qui nous regardent? Parce que là, il y a une personne qui a bénéficié d'une séance, mais finalement, l'ensemble des personnes qui nous regardent n'ont pas forcément de clé pour eux-mêmes, à part de s'inscrire aux formations de Jérémy, de lire son livre ou d'aller voir leur thérapeute préféré. Qu'est-ce que tu peux nous proposer, en fait, pour quelqu'un qui serait dans un état émotionnel Ce que je peux proposer, compliqué? c'est peut-être là, où justement, on a une action avec un thérapeute, avec un guide, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Ça, déjà, il faut avoir ça en tête. Si on veut justement se faire, essayer de sortir d'un état émotionnel intense, qu'on veut essayer de sortir de ça tout seul, on peut essayer justement on peut essayer de l'expérience, là, justement. Oui. C'est de mélanger un petit peu plusieurs leviers, justement, que sont la focalisation intentionnelle de la méditation, le tapotement et la quête d'une ressource qu'on peut avoir. Donc si par exemple tu veux faire voir un peu ce que c'est déjà te demander qu'est-ce que tu aurais besoin comme ressource. Si on imagine que tu aurais besoin d'une ressource. Alors, faut que j'imagine une situation compliquée pour moi? Non, pas obligatoirement. Ou là, maintenant, est-ce que tu aimerais avoir accès à une ressource particulière? Alors, j'aimerais... tu veux dire me sentir comme ci ou comme ça, ou ça pourrait être, par exemple, un peu plus, ça pourrait être avoir accès à volonté à de la sérénité, à de l'apaisement, à du calme. Ça serait chouette d'avoir accès à de la sérénité. À la sérénité, par exemple. À du calme. Et puis justement, tu peux poser tes deux mains sur tes cuisses, comme ça, te détendre. Et puis simplement, on va faire justement ce qu'on sait faire quand on sait méditer, c'est de se concentrer sur sa respiration. Je ferme les yeux? Tu peux fermer les yeux, les garder ouverts. Allons-y. Rester sur sa respiration et à chaque inspire et à chaque expire, voir ce que ça fait à l'intérieur. Et de focaliser son attention juste sur ce rythme, qui peut devenir de plus en plus lent. Et simplement déjà le fait de focaliser son attention sur ça, ça permet aussi de sortir un petit peu de l'état émotionnel. Et en même temps, on peut aussi accompagner chaque inspire et chaque expire par des petits tapotements alternés sur la cuisse gauche et la cuisse droite, ou un doigt. Et puis simplement d'observer ce rythme, cette danse qui s'opère entre cette respiration et ce mouvement des doigts à gauche, à droite.
Peut-être qu'on peut même s'imaginer de compter le nombre de tapotements à chaque inspire et le nombre de tapotements à chaque expire. Que ces deux stimulations sont liées l'une à l'autre. On ne sait pas finalement si c'est la respiration qui inspire le tapotement ou si c'est le tapotement qui rythme cette respiration. Un petit peu comme une danse, comme une vague qui va ensemble. Peut-être même qu'une partie du corps peut bouger, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, au rythme de ce mouvement. Et cette vague et cette danse entre la respiration et les doigts était juste un chemin qui va nous amener petit à petit à accéder à une ressource particulière. Alors je vais compter de 5 à 1 et au rythme de ces tapotements et de cette respiration, on va avancer. On va avancer près d'une porte. 5, 4, comme si chaque mouvement des doigts nous amenait de plus en plus près. Comme une aide, comme un transport. 3, de pouvoir continuer d'avancer progressivement, aidé par chacun de ces tapotements et de ce rythme respiratoire. 2, et quand je prononcerai le chiffre 1, on pourra ouvrir cette porte à son rythme. Et de voir qu'à 1, on ouvre cette porte et que comme instantanément, ces mouvements, ces petits tapotements s'arrêtent. Comme si on n'en avait plus besoin. Comme si on était à l'intérieur de ce lieu de ressources. À l'intérieur de cet univers propre à soi. Où toutes les ressources sont présentes. Et en particulier celle qui nous attendait. Cette sérénité. Qui a une forme particulière peut-être, une représentation particulière, d'observer ce lieu, d'entendre peut-être des bruits tout près, ou peut-être un petit peu plus loin, et de ressentir ce que ça fait d'être en contact avec cette sérénité, voir ce que ça fait à l'intérieur, comment elle rentre à l'intérieur. Je serais curieux de savoir comment elle s'imprègne, comment elle rentre, comment les apprentissages se font avec cette sérénité, de voir ce qui est possible de faire avec cette sérénité dans le futur, dans les événements qui vont venir plus tard, dans les moments où on aura besoin de cette sérénité. Il suffira simplement de s'imaginer cette image, cette sensation, ces sons, ou toute autre chose qui va nous ramener instantanément à cette ressource intérieure. Voilà. Alors on pourrait rester encore plus longtemps, explorer d'autres ressources, mais on va revenir progressivement, peut-être retrouver cette porte, de la prendre en marche arrière ou de la rouvrir. Et en la rouvrant, de reprendre ce transport, de cette respiration, à son rythme et de ces tapotements alternatifs, qui sont peut-être différents, peut-être plus lents, peut-être un rythme différent. Et je vais compter de 1 à 5. Quand je prononcerai le chiffre 5, on pourra revenir ici dans ce studio et on va avancer au rythme de ces petits tapotements. 1, de cette respiration, reprendre contact avec les sensations. 2, de ses doigts et de la chaleur de ses doigts sur ses cuisses. 3, progressivement peut-être de sentir les pieds sur le sol. 4, de prendre peut-être une inspiration. Et 5, de pouvoir revenir ici et maintenant
avec cette sérénité à l'intérieur. Eh ben, merci pour ce beau cadeau, Thierry. Comme quoi, dans la thérapie, il y a plein d'approches extrêmement diverses et qui peuvent tout à fait très bien fonctionner. Écoutez, je vous remercie. Je te remercie particulièrement, Jérémy. Et je remercie aussi Nathalie qui est venue se prêter au jeu. Ce n'est pas un jeu, justement, de plonger profondément à l'intérieur de soi. Pour connecter, pour redynamiser son cerveau, pour refabriquer des synapses qui vont permettre de vivre des choses un peu différentes. Je suis encore un petit peu dans ma caverne. Moi, je me suis fait une caverne pleine de ressources. Là, c'était plutôt sympa avec plein de mousse partout, sur les murs et tout. C'était très agréable. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'hypnose, cette belle leçon de thérapie, de savoir que quoi que ce soit qui nous soit arrivé, on peut sortir de la souffrance en fait. Voilà. La souffrance existe, elle est là, mais on peut en sortir et je trouve que c'est ça, cette émission, Les Virtuoses de l'Hypnose, c'est vraiment destiné à ça, c'est vraiment un message que je veux le plus clair possible. On peut sortir de la souffrance, on peut aller bien, on peut aller mieux, faut s'en donner les moyens, faut rencontrer des thérapeutes compétents et dynamiques qui vont rebrancher notre cerveau dans le bon sens, pour qu'on puisse avancer dans la vie vers le plus grand épanouissement possible. Je vous souhaite donc le meilleur du monde et à très bientôt dans les Virtuoses de l'Hypnose.